Chapitre 5 Eros et instinct de reproduction. Les considérations qui précèdent sont destinées à indiquer le niveau intensif de l'expérience érotique qui peut présenter un véritable intérêt pour notre étude, à l'exclusion des formes affadies ou incomplètes de cette expérience. Pour le reste, de même que nous avons pris position contre la sexologie d'inspiration biologique avec une critique sur laquelle nous reviendrons plusieurs fois, de même, pour prévenir tout équivoque, nous dénoncerons l'erreur de ceux qui récemment, comme en une reprise de la polémique rousseauiste contre la culture au nom de la nature, se sont mis à prêcher une sorte de nouvelle religion naturaliste du sexe et de la chair. Le représentant le plus connu de cette tendance est D.H. Lawrence. Son point de vue a été résumé dans les paroles qu'Aldous Huxley, dans Point Counterpoint, fait prononcer à Campion, à savoir que ce ne sont pas les appétits et les désirs naturels qui rendent les hommes si bestiaux. Nous citons « Non, bestiaux n'est pas le mot juste, car il implique une offense envers les animaux. Disons, trop humainement méchants et vicieux. C'est l'imagination, c'est l'intellect, ce sont les principes, l'éducation, la tradition. Laissez les instincts à eux-mêmes et ils feront très peu de mal. » Fin de citation. Les hommes, dans leur majorité, sont donc considérés comme des êtres pervertis, éloignés de la norme centrale de l'humanité, soit quand ils excitent la chair, soit quand ils la nient en faveur de l'esprit. Lawrence a personnellement écrit, ouvrez les guillemets, « Ma religion, c'est la foi dans le sang et la chair qui sont plus sages que l'intellect. » Fermez les guillemets. Il est singulier que le même Lawrence ait aussi écrit des choses peu banales comme celle-ci. Nous citons « Dieu le Père, l'insondable, l'inconnaissable, nous le portons dans la chair, nous le trouvons dans la femme. Elle est la porte par laquelle nous entrons et sortons. En elle, nous retournons au Père, mais comme ceux qui assistèrent aveugles et inconscients à la transfiguration. » Fermez les guillemets. On trouve en outre chez Lawrence certaines intuitions justes sur l'union qui s'accomplit à travers le sang. En revanche, avec l'idée rapportée plus haut, on tombe dans une équivoque regrettable et l'on fait d'une mutilation un idéal de santé. Péladan a raison lorsqu'il affirme que le réalisme ne vaut pas mieux dans l'amour que dans l'art. L'imitation de la nature sur le plan érotique devient l'imitation de la bête. Tout naturalisme pris dans ce sens ne peut en effet signifier qu'une déchéance, car ce qui doit être réputé naturel pour l'homme en tant qu'homme n'est pas du tout ce à quoi s'applique ce terme dans le cas des animaux. Est naturel pour l'homme la conformité à son type, au statut qui revient à l'homme en tant que tel dans la hiérarchie globale des êtres. C'est donc un ensemble de facteurs complexes, incluant même dans certains cas ce qui peut sembler perversion du point de vue de l'animal, qui définissent chez l'homme l'amour et la sexualité. Pour l'homme, être naturel au sens des paroles de Campion, ce n'est précisément que se dénaturer. Le sexe a chez l'homme sa propre physionomie spécifique. Il est libre dans une très grande mesure, et il l'est d'autant plus que l'individu est plus différencié, des liens et des périodes saisonnières de rut qu'on observe dans la sexualité animale, et ici du reste non sans raison, chez les femelles plus que chez les mâles. L'homme peut désirer et aimer à n'importe quel moment, et ceci est un trait naturel de son amour. Ce n'est en aucune façon un fait artificiel de corruption dû à un éloignement de la nature. Nous irons plus loin et nous dirons que le fait d'intégrer l'amour sexuel dans les besoins physiques de l'homme dérive également d'une équivoque. Chez l'homme, au fond, il n'y a jamais de désir sexuel physique. Dans sa substance, le désir de l'homme est toujours psychique. Le désir physique n'étant qu'une traduction et une transposition d'un désir psychique.
Le processus ne s'arrête si rapidement que chez les individus les plus primitifs, seul le terme de ce processus étant présent à leur conscience, comme une concupiscence charnelle âpre et contraignante, univoquement liée à des conditions physiologiques et en partie aussi à des conditionnements d'ordre plus général, ceux qui sont au premier plan dans la sexualité animale. Il faut maintenant soumettre à une critique pertinente la mythologie à laquelle s'adonne la sexologie courante lorsqu'elle parle d'un instinct de reproduction et voit dans cet instinct le fait premier de tout érotisme. L'instinct de conservation et l'instinct de reproduction seraient les deux forces fondamentales liées à l'espèce qui agissent chez l'homme non moins que chez les animaux. La limite de cette théorie prosaïque et plate est atteinte par les biologistes et psychologues positivistes, qui en arrivent, comme Morcelli, à subordonner un instinct à l'autre, puisqu'ils pensent que l'individu se nourrit et lutte pour se conserver seulement parce qu'il doit se reproduire, la fin ultime étant la continuité de la vie universelle. Ce n'est pas le lieu de s'arrêter sur l'instinct de conservation et d'en montrer la relativité en rappelant toutes les impulsions qui, chez l'homme en tant que tel, peuvent neutraliser ou contredire cet instinct au point de le mener à l'autodestruction ou à des comportements qui en font totalement abstraction et qui n'entretiennent aucune relation avec les finalités de l'espèce. Dans certains cas, l'autre instinct, précisément le prétendu instinct de reproduction, peut jouer ce rôle, lorsqu'il ne fait plus penser ni à la santé, ni à la conservation de soi. L'instinct de reproduction représente une explication tout à fait abstraite de la pulsion sexuelle, dans la mesure où psychologiquement, donc si l'on se réfère aux données immédiates de l'expérience vécue individuelle, cette explication s'avère privée de tout fondement. Chez l'homme, l'instinct est un fait conscient. Mais chez lui, l'instinct de reproduction, en tant que contenu de la conscience, est inexistant. Le moment génésiaque ne figure pas du tout dans le désir sexuel comme expérience, ni dans les développements de ce désir. La conscience du fait que le désir sexuel et l'érotisme, lorsqu'ils conduisent à l'union de l'homme avec la femme, peuvent donner lieu à la procréation d'un nouvel être, n'est qu'une conscience a posteriori. Elle résulte d'un examen externe de ce que l'expérience en général présente avec une grande fréquence sous la forme de corrélation constante. Corrélation en ce qui concerne soit la physiologie de l'acte sexuel, soit ses conséquences possibles. Entre autres confirmations de ce que nous avançons, on peut signaler que certaines populations primitives qui n'ont pas entrepris cet examen ont attribué la naissance d'un nouvel être à des causes n'ayant aucun rapport avec l'union sexuelle. Ce qu'a pu écrire Clagès est donc tout à fait juste. Nous le citons. C'est une erreur, une falsification délibérée que de qualifier l'instinct sexuel comme instinct de reproduction. La reproduction est un effet possible de l'activité sexuelle, mais elle n'est pas du tout comprise dans l'expérience vécue de l'excitation sexuelle. De celle-ci, l'animal n'est pas conscient. Seul l'homme l'est. Fin de citation. L'ayant à l'esprit non quand il vit l'instinct, mais quand il subordonne l'instinct à une fin. Il est inutile de rappeler les nombreux cas où la fécondation intervenue de la femme aimée non seulement n'avait pas été recherchée, mais avait même été délibérément entravée. Par ailleurs, il y aurait incontestablement quelque chose de ridicule à vouloir associer le facteur génésiaque aux modèles communément reconnus comme les modèles les plus élevés de l'amour humain, aux grandes figures d'amants de l'histoire ou de l'art, tels Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Paolo et Francesca, etc. Les imagine-t-on dans une aventure avec heureux dénouement obligé, avec un enfant et même une nichée d'enfants comme couronnement du tout ? Au sujet d'un couple d'amants qui n'eut jamais d'enfant, un personnage de Barberie d'Aurevilly déclare « Ils s'aiment trop. Le feu dévore, consume et ne produit pas. » Et la femme à laquelle on demande si elle n'est pas triste de ne pas avoir d'enfant répond « Je n'en veux pas. Les enfants ne servent qu'aux femmes malheureuses. » La vérité, c'est que quelqu'un a exprimé de cette façon humoristique, nous citons, « En s'éveillant,
Adam ne crie pas devant Ève à la façon d'un sénateur contemporain. Voici la mère de mes enfants, la prêtresse de mon foyer. Fermez les guillemets. Même quand le désir d'avoir des enfants joue un rôle fondamental dans l'établissement des relations entre hommes et femmes, ce sont ici des considérations fondées sur la réflexion et la vie sociale qui entrent en jeu. Et ce désir n'a rien d'un instinct, sinon dans un sens métaphysique tout particulier dont nous parlerons le moment venu. Dans le cas même où un homme et une femme ne s'unissent que pour mettre au monde des enfants, il n'est pas certain qu'ils seront pris par cette idée dans l'acte de leur union. Il n'est pas certain que cette idée les animera et les transportera durant leur étreinte. Il se peut qu'il en aille autrement demain, et qu'en hommage à la morale sociale, ou encore à la morale catholique, on cherche, dans la direction ayant pour limite la fécondation artificielle, à réduire ou carrément à éliminer le facteur irrationnel et perturbateur constitué par le pur fait érotique. Mais dans ce cas, justement, on serait encore moins fondé à parler d'un instinct. Le fait vraiment premier, c'est l'attraction qui naît entre deux êtres de sexe différents, avec tout le mystère et la métaphysique qu'elle implique. C'est le désir de l'un pour l'autre, l'impulsion irrésistible vers l'union et la possession, ou agit obscurément, nous y avons fait allusion et nous y reviendrons plus longuement, une pulsion encore plus profonde. Dans tout cela, la reproduction en tant que fait de la conscience est complètement exclue. Quelques justes observations de Soloviev peuvent aussi trouver place dans ce contexte. Soloviev a souligné l'erreur de ceux précisément qui pensent que l'amour sexuel a pour raison d'être la multiplication de l'espèce, l'amour ne servant que de moyen en fonction de ce but. De nombreux organismes, tant du règne végétal que du règne animal, se multiplient de manière asexuelle. Le fait sexuel intervient dans la multiplication, non des organismes en général, mais des organismes supérieurs. De sorte que le sens de la différenciation sexuelle et de l'amour sexuel ne doit nullement être recherché dans l'idée de la vie du genre et de sa multiplication, mais seulement dans l'idée de l'organisme supérieur. En outre, plus nous montons haut dans l'échelle des organismes, plus la puissance de multiplication s'amoindrit, tandis qu'au contraire augmente la force de l'inclination sexuelle. Enfin, chez l'être humain, la multiplication se fait beaucoup moins que dans tout le reste du règne animal, alors que l'amour sexuel atteint l'importance et l'intensité les plus grandes. Il apparaît donc que l'amour sexuel et la multiplication du genre se trouvent dans un rapport inverse. Plus fort est l'un de ces éléments, plus faible est l'autre. Si l'on considère les deux extrémités de la vie animale, on trouve à la limite inférieure la multiplication, la reproduction, sans aucun amour sexuel, et l'on trouve à la limite supérieure, au sommet, un amour sexuel qui est possible parallèlement à une complète exclusion de la reproduction, dans toutes les formes de grande passion, conformément à ce que nous avons souligné plus haut. On peut faire en effet cette constatation récurrente. La passion sexuelle comporte presque toujours une déviation de l'instinct. La fin de ce dernier, en d'autres termes la reproduction de l'espèce, y en est en effet presque toujours esquivée. Ce qui signifie qu'il s'agit de deux faits différents et qu'on ne peut pas dire que le premier n'est qu'un moyen ou instrument du second. Sous ses formes supérieures, typiques, l'éros a un caractère autonome, non déductible, qui n'est pas entamé parce que son activation dans le domaine de l'amour physique peut matériellement réclamer.